Donc, bienvenue à ce webinaire, donc démarrer efficacement avec Microsoft Fabric. Donc, on va juste faire un petit aperçu du plan qu'on va développer. Donc, on va commencer par une présentation de BIP Consulting. On enchaînera sur une présentation rapide de Microsoft Fabric. Ensuite, on ira voir le cœur du webinaire, donc un exemple d'architecture qu'on pourra déployer pour aller de la source donnée jusqu'au tableau de bord dans le cadre d'un rapport Power BI. Ensuite, on partira un peu sur l'optimisation des coûts, des temps de chargement. Et on terminera par comment se former sur Microsoft Fabric et monter en compétences. Donc on va débuter par la présentation de BIP Consulting. Donc je vais laisser la main à Samantha. Merci. Juste en complément, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat où il y a aussi une rubrique questions-réponses. Voilà, Jérémy pourra répondre à la fin, mais vous pouvez les poser tout au fil du webinaire. Donc, concernant BIP Consulting, en quelques mots, donc on a un peu plus de 15 ans d'expérience, créé en 2009. On compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs, collaboratrices, et on va dire principalement notre zone, c'est plutôt le sud-est, car nous avons une agence sur Lyon et une sur Aix-en-Provence. Concernant nos domaines d'expertise, donc on les a séparés en 4 grands domaines. Donc le premier, c'est le data management rapidement. Donc ces parties arrivent en amont de toutes les autres. On va vraiment donc préparer, transformer la donnée pour qu'elle soit ensuite du coup consolidée et traitée en deuxième point, donc en partie data visualisation. Donc, une fois que la donnée a été traitée, on va la mettre en forme sous forme de tableau de bord dynamique, notamment, par exemple, pour rester dans l'univers Microsoft sous Power BI. Et c'est là donc où on va pouvoir vraiment l'analyser, enfin analyser cette donnée. On a également une partie optimisation des processus. Donc, on distingue EPM et BPM. Donc, l'EPM, on est vraiment dans une logique de notion de saisie. On parle de planification, simulation budgétaire, par exemple simulation masse salariale côté RH, prévision de vente côté commerce. Voilà. Pour information, on a un nouveau partenaire, donc c'est IM Plan, depuis peu, et c'est une solution qui s'intègre directement à Power BI. Donc en fait, vous pouvez complètement garder votre existant et rajouter cette solution qui propose on va dire les options d'un EPM classique à moindre coût. Côté BPM, là, on parle de création, par exemple, d'applications de métiers simples avec des workflows de validation, par exemple, et notamment, on travaille avec la Power Platform, donc Power Apps, Power Automate. Pour finir sur notre domaine d'expertise, il y a la data science. Donc là, on parle de maintenance prédictive, prévision, statistique algorithmique, et nous intégrons notamment Microsoft Azure AI. Concernant notre accompagnement et services, nous pouvons vous accompagner dans toutes les phases de votre projet data, donc en commençant par la formalisation de votre besoin. On peut vous aider à choisir un outil adapté à votre société et projet, faire un prototypage. On vous accompagne jusqu'à donc forcément la réalisation de votre projet, jusqu'à également la formation support. Donc formation, c'est une formation généralement donc on propose sur site ou à distance. Et support, c'est à distance sous forme de ticketing. Il y a également, donc en complément de tout ça, la partie coaching. Donc là, c'est vraiment pour co-réaliser avec vous sur un sujet donné, vous accompagner. C'est sous forme de demi-journée, donc c'est sous forme de questions-réponses, voilà, pour vous donner des bonnes pratiques, etc. Et tout ça est possible en forfait, régie, temps plein ou temps partiel pour s'adapter au mieux à vos disponibilités. Merci Samantha. Du coup, je propose de passer à la présentation générale de Microsoft Fabric et puis d'enchaîner sur les différentes parties de ce fameux webinaire. Donc allez, on y va. On va faire la présentation générale de l'outil, encore en moins de 10 minutes. Donc la première chose que je propose, c'est de vous montrer un peu toutes les technologies qui sont disponibles sur le marché de la data et de l'IA aujourd'hui. Si vous avez besoin de réaliser un projet BI, globalement, vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin d'une partie ETL, vous avez besoin d'une database et vous avez besoin d'un outil de reporting. Aujourd'hui, c'est assez complexe tout simplement parce qu'il va falloir choisir parmi l'ensemble de ces briques. Donc là, il y a la data et l'IA. Au moins 3 briques, encore une fois, un ETL, une database et un outil de reporting. Donc ça, c'est forcément consommateur de temps. C'est assez complexe à faire des proof of concept, à savoir les coûts, à bien les comprendre, à être sûr que ça va s'adapter aux possibilités de l'équipe.
Et donc c'est dans ce cadre tout simplement que Microsoft Fabric vient se mettre sur le marché. L'idée, c'est de dire que Microsoft Fabric, c'est tout simplement l'ensemble des briques dont vous avez besoin au sein d'une même data platform. Donc si on reprend les 3 grands principes qu'il y a marqués, c'est dire au lieu d'avoir les composants de manière individuelle à choisir, vous allez avoir l'ensemble des composants au sein de la même plateforme analytique, avant tout analytique, mais elle peut permettre de faire d'autres choses. Le deuxième point, c'est au lieu d'avoir des bases de données entre guillemets à droite et à gauche, vous allez avoir toutes vos données au même endroit, sous réserve bien sûr de les avoir copiées au sein de Microsoft Fabric. Et le dernier point, c'est de dire, je veux rajouter de l'intelligence artificielle dans une architecture classique. Il va falloir que j'ajoute encore une fois une brique, un composant qu'on a vu juste avant. Dans le cas de Microsoft Fabric, ça va tout simplement être préintégré. Donc si on veut comparer ça à une voiture, si vous choisissez la solution précédente en vous disant faut choisir les composants, ça veut dire que je choisis les pièces et je construis ma voiture moi-même, sauf qu'il faut que je m'assure que l'ensemble va fonctionner avant de l'avoir mis en place finalement, ce qui est pas facile. Alors que dans le cas de Microsoft Fabric, en fait, votre voiture, elle est déjà prête, elle est déjà montée, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Donc grâce à ça, vous avez des gains de productivité, vous avez une baisse de coûts, de temps passé, etc. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, l'idée, c'est de dire je n'ai plus besoin avant tout de choisir l'ensemble de mes outils. J'ai par défaut l'ensemble des outils dont j'ai besoin. Et sachant que d'ailleurs, ce n'est pas que forcément du Microsoft, on va en reparler. Donc sur quoi ça repose Microsoft Fabric? Ça repose sur 4 piliers. On va aller de gauche à droite. Donc le premier pilier, c'est une plateforme analytique complète, je l'ai déjà évoqué. Pareil, Everything, on en a déjà parlé, donc tout au même endroit. Vous allez pouvoir faire du real-time analytics, vous allez pouvoir faire du batch, de l'analytique tout court. Vous avez encore une fois de l'ETL, de la database, et vous allez avoir également du reporting et des choses en plus, type data science ou autre. L'avantage de ce genre de solution aussi, c'est qu'il y a tout simplement en SaaS. Pourquoi c'est avantageux? Parce que vous pouvez tout simplement commencer très très rapidement avec une puissance de calcul potentiellement faible, voire commencer par une période d'essai. Et si à un moment, par exemple, vous n'avez plus assez de ressources matérielles, ou en tout cas que la capacité qui est mise à votre disposition, on va en reparler, de calcul n'est pas suffisante, en quelques clics, en fait, vous pouvez passer d'un serveur d'une puissance raisonnable à une puissance plus élevée correspondant tout simplement à votre besoin. Donc c'est surtout une simplicité de lancement et de gestion au quotidien, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de commander de serveurs, de les installer, etc. Le point suivant, donc, c'est sécuriser, gouverner. Donc là, on va vraiment être sur du cloud classique, c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui va être partagée. Le Microsoft va être responsable de toute la partie infrastructure de Fabric, et vous allez être responsable de toute la partie droit que vous allez donner à l'intérieur pour l'accès tout simplement à vos données. Le deuxième point, c'est Lake-centric and open. Donc là, l'idée, c'est sans cesse répété par l'éditeur, c'est tout est basé sur OneLake, et le OneLake, c'est l'équivalent du OneDrive pour Microsoft Fabric, c'est-à-dire que tout est stocké au même endroit. Et si on en déduit finalement que ça permet facilement de faire transiter la donnée entre les différentes expériences, on pourrait dire logiciels, couches. Et donc ça, c'est très pratique parce que ça va tout simplement vous faciliter les connexions et l'interopérabilité. Je le prononce mal, désolé. Et l'idée aussi, c'est de dire vos données, vous allez tout simplement les copier une fois. C'est-à-dire que si jamais vous avez une approche type data mesh, chaque business gère ses data. Et si un business veut partager ses data avec un autre business, vous n'allez pas avoir besoin de dupliquer la donnée parce qu'en fait, elle est déjà dans OneLake et vous allez pouvoir mettre en place ce qu'ils appellent des shortcuts, des raccourcis pour pouvoir accéder à ces données. Le dernier point, c'est Open at every tiers. Ça veut dire que la plateforme Microsoft déjà ne comprend pas forcément que des outils Microsoft. Elle est ouverte vers l'extérieur et vous allez pouvoir rajouter via certaines briques, encore une fois, des logiciels qui ne sont pas forcément de chez Microsoft. Donc ce n'est pas un environnement isolé. Et ça, c'est encore une force de l'outil. Le troisième pilier, c'est donner de la puissance, de l'autonomie finalement aux utilisateurs business. L'avantage des solutions Microsoft, c'est qu'en général, les utilisateurs sont déjà habitués à une interface type Office, Excel, etc. Et donc pour eux, ça va être plus facile de prendre en main la solution, quelle que soit finalement la brique qu'ils vont choisir. Et que du coup, par conséquent, vu que tout ça c'est du Microsoft, c'est préintégré dans du Microsoft 365, c'est-à-dire que dans une activité, par exemple, vous chargez les données, un pipeline, en fin de pipeline, vous allez pouvoir gérer par exemple des notifications Outlook ou faire des notifications Teams. Quand vous allez consulter de la donnée, vous allez pouvoir exporter vers du Excel assez facilement. On peut très bien imaginer aussi ouvrir un Excel et se connecter à une base de données Microsoft Fabric. Donc l'idée, tout ça, c'est d'accélérer les process business et de pouvoir tout simplement avoir une valeur ajoutée.
Encore une fois, c'est une histoire tout simplement d'intégration, sauf que là, c'est au-delà de Fabric, c'est toute la suite Office finalement qui va autour avant tout en tout cas. Et le dernier pilier, c'est booster à l'IA. Donc vous allez retrouver Copilot dans l'ensemble des expériences, entre guillemets, des logiciels de Microsoft Fabric. Et en plus, sans forcément vous en rendre compte, vous avez de l'intelligence artificielle, entre guillemets, un peu dans chaque module pour vous aider tout simplement à accélérer. Donc ça peut être dans les développements ou ça peut être dans la compréhension. Copilot est capable de vous aider à vous décrire un pipeline, par exemple. Il peut vous aider à construire une transformation avec du code, avec du type du Python, du PySpark, mais il peut aussi tout simplement vous commenter un indicateur dans Power BI. Voilà, après, ça sera chacun son besoin, envie de l'utiliser ou pas, mais en tout cas, c'est un plus, c'est à disposition. Je mets un petit warning tout de suite quand même ici. Il faut savoir que quand vous utilisez Copilot dans Fabric, Copilot nécessite des ressources matérielles, donc il consommera une partie des ressources qui sont à votre disposition. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Là, vous avez à disposition en fait l'ensemble des expériences. Donc, je sais que je répète beaucoup le vocabulaire, mais c'est le vocabulaire Fabric. Donc les fameuses 8 briques que vous voyez, ce sont les expériences de Fabric. Donc c'est là qu'on va retrouver ce qu'on évoquait tout au début. On va avoir à la fois une couche ETL, on va avoir une couche database et on va avoir une couche reporting. Donc on pourra aussi bien faire du batch que du real-time analytics. La plateforme est avant tout orientée analytique, mais on marque qu'il y a une database qui pourrait être orientée plutôt saisie de données. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne le mettent pas forcément trop en avant, mais ça veut dire que vous avez un data warehouse qui est plutôt orienté analytique, donc requête sur des gros volumes de données. Mais à côté de ça, vous avez une database qui est aujourd'hui, par contre, elle, en preview, qui est plutôt orientée saisie de données. Donc ils n'en ont pas encore trop parlé, mais on pourrait imaginer que peut-être qu'ils se disent peut-être que demain, il y a des clients qui pourraient mettre des produits en production en prenant comme database tout simplement celle de Microsoft Fabric. Et après, vous avez les Industry Solutions, qui sont tout simplement des solutions développées à partir de Microsoft Fabric, vendues par des tiers. Et donc tout ça, il y a de l'IA dessus, avec Copilot notamment. Ça repose sur OneLake. C'est vrai que je ne l'ai pas trop souligné pour l'instant, mais il y a toute la notion de gouvernance avec des data catalogues. Vous avez du Microsoft Purview. Alors, sachez quand même que le Microsoft Purview sur la partie Fabric, par défaut, c'est une version allégée quand vous souscrivez Microsoft Fabric. Si vous voulez le Purview complet, il faudra souscrire Purview en plus. Donc voilà la présentation vraiment générale. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu à une démo pour comprendre ce qu'on peut faire avec la plateforme. En fait, c'est une démo qui a été présentée lors de la première conférence Fabric Community de Fabric en mars 2024. Et je trouve qu'elle est extrêmement parlante parce qu'en fait, en 2 minutes, ça vous montre une partie des possibilités, mais en fait, celles qui seront utilisées probablement par la majorité des gens. Et donc, avant de vous la présenter, vu que c'est 2 minutes, c'est très rapide, même si je vais vous la commenter en direct, ce que je vous propose, c'est d'évoquer ce qu'on va voir dedans. Donc, je vous ai fait un petit schéma à côté. Donc, la première étape, en fait, ça va être de dire tout simplement, je veux charger des fichiers de données, en l'occurrence des CSV, dans un lakehouse. Le lakehouse, en fait, c'est une couche de stockage dans laquelle on peut mettre des fichiers et des tables. Donc lui, en l'occurrence, il ne va pas le faire directement via l'interface web, on pourrait le faire, mais il va montrer dans la démo qu'on peut le faire directement par un petit logiciel qui est en local qui s'appelle OneLake Explorer. Si vous connaissez Azure Explorer, c'est la même chose, mais pour Fabric. En gros, vous avez un petit programme en local, vous avez comme si vous vous déplaciez dans les répertoires de votre PC, et vous allez pouvoir glisser directement des données dans un lakehouse qui est en ligne, dans Microsoft Fabric. Ça, c'est l'étape 1. En gros, je fais du dépôt manuel de fichiers. L'étape 2, en fait, on va construire un pipeline. Donc un pipeline, si vous connaissez Talend, c'est un peu la même logique, c'est un glisser, déposer de composants. En l'occurrence, dans Fabric, ça s'appelle des activités. Et on va pouvoir dire, je souhaite déposer une activité de copie qui va me permettre de prendre des datas dans une Azure SQL Database en source et de les coller, donc en destination, vers un lakehouse Fabric. Donc en fait, c'est je copie-colle des tables d'une source de données externe vers un lakehouse, stockage de données, Fabric. La troisième étape, c'est de dire, bon, ok, j'ai chargé des données à travers les 2 premières étapes dans un lakehouse. Maintenant, ce que je voudrais, à des étapes 3 et 4, c'est pouvoir interagir avec cette data. On va pouvoir interagir de 2 manières, via du SQL directement. Donc, il faut connaître le SQL, bien sûr. Il y a quand même un assistant, etc., qui peut vous aider un peu, mais c'est plus facile si vous connaissez, forcément. Et la deuxième manière d'interagir, ça sera sans connaissance technique. C'est-à-dire que ça va être un mécanisme de glisser-déposer.
Et vous allez pouvoir notamment créer des jointures en sélectionnant les champs de la jointure et en sélectionnant le type de jointure. Et les étapes 5 et 6, c'est un peu les étapes finales, c'est-à-dire j'ai chargé mes datas, j'ai vu que je pouvais interagir avec, et maintenant il faut que je crée mon modèle sémantique pour Power BI, pour en fait finalement mon modèle de données, pour créer mon rapport, ma data visualisation. Donc on va montrer très rapidement cette partie-là, et ensuite on verra que la couche finale, c'est un tableau de bord. Donc finalement, vous avez un schéma là qui résume bien, on charge nos données à travers un pipeline, dans un stockage, on crée notre fameux modèle de données qu'on appelle modèle sémantique pour Power BI, et à partir de ce modèle sémantique Power BI, je peux créer ma data visualisation. En plus, si je souhaite interagir avec un outil sur mon poste pour charger des données en direct, je peux installer un OneLake Explorer et déposer des fichiers. On pourrait même avoir accès aux fichiers des tables, etc. Donc ce que je vous propose, je vous montre rapidement cette petite démo, je vous la commente. Voilà, c'est parti. Donc là, on va créer un lakehouse, donc un espace de stockage, on lui donne un nom. On est dans l'interface, là on est sur le fameux petit logiciel en local, on va dans Fichier, on est dans le lakehouse, on dépose nos fichiers. Nos fichiers vont être disponibles quasi immédiatement avec un petit refresh dans le lakehouse directement. Bon, là ça a été coupé mais ils l'ont chargé en table, mais nativement ça aurait été dans Fichier. On va ajouter un pipeline via un getData, donc ça ce que je disais tout à l'heure qui ressemble à un talent, donc je lui donne un nom. Je choisis mon connecteur source, je vais interroger une Azure SQL Database, je choisis mes tables. Je peux choisir les noms de champs, les tables que je souhaite charger. Donc là, ça a été coupé, on a chargé les données, on a vu que les 5 tables, elles sont chargées, tout était en vert. On voit les 5 tables dans le fameux lakehouse. Le lakehouse dispose d'un SQL endpoint qui permet de l'interroger en SQL. On voit toujours les tables, on voit toujours la même chose, mais dans une architecture SQL. J'ai un assistant, je peux faire une requête, je fais ma requête, je vois le résultat. Là, on ne voit pas grand-chose, mais le résultat est là. Ensuite, si je souhaite, je peux créer une requête visuelle. Donc avant, c'était avec du code. Là, ça va être un mécanisme de drag and drop. Je prends mes tables, je les dépose, et je vais être en mesure de faire des petites transformations, des petites jointures. Donc là, on va faire une jointure. Donc là, on sélectionne les champs de la jointure, on choisit le type de jointure, on valide. À partir des tables qu'on vient de créer, on va pouvoir créer notre modèle sémantique. Et pour créer le modèle sémantique, on doit choisir les tables du lakehouse qu'on souhaite charger. À partir de là, j'ai une base de modèles sémantiques. Donc là, en l'occurrence, c'est dans l'interface directement. On peut créer des jointures supplémentaires, on peut ajouter des petits calculs comme on le voit en haut à gauche. Et à partir de ça, je peux créer mon rapport Power BI. Donc voilà, c'était une démo assez rapide, mais je pense qu'elle est relativement parlante si on connaît déjà le monde de la BI. Donc voilà pour cette slide. Quelques mots quand même sur tout ce qui est tarif, avant de passer au cœur du webinar. Donc sachez que Microsoft Fabric, pour souscrire, il faut une souscription Azure. Et dans cette souscription Azure, donc, vous pouvez souscrire tout un tas de services. Et parmi ces services, il y a la capacité Fabric. Dites-vous que la capacité Fabric, en fait, elle regroupe surtout la puissance de calcul. L'unité de calcul, c'est le capacity unit, qu'on retrouve souvent avec la notion de CU. Donc en fait, si on compare finalement un serveur physique, c'est comme si, pour moi en tout cas, c'est comme si c'était processeur plus mémoire vive. Quand vous souscrivez une capacité Fabric, en fait, vous souscrivez un forfait de capacité unit. Donc vraiment une puissance de calcul et uniquement du calcul. Sur cette capacité, vous allez donc avoir accès à l'ensemble des expériences hors Power BI. Donc tout ce qui va être, donc vous aurez accès à l'ETL, la database, tout ce qui va être data science, real-time analytics, etc. Sauf la couche reporting. Vous pourrez affecter autant d'utilisateurs que vous souhaitez, parce que vous n'êtes pas limité en nombre d'utilisateurs, mais par rapport à votre puissance de calcul souscrite. Vous avez 2 modes de paiement. Soit vous payez par rapport au temps passé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez allumer la capacité, vous allez commencer à payer. Quand vous l'arrêtez, vous arrêtez de payer. Attention, ce n'est pas toujours pile proportionnel au temps passé, il y a des petites subtilités, mais si on veut comprendre de manière générale, dites-vous que c'est ça. Et ensuite, si vous vous engagez dans le temps, à savoir 1 an, vous avez la formule de réservation. C'est comme si votre capacité était allumée H24, vous pouvez l'arrêter, mais ça n'a pas grand intérêt. Et en fait, par rapport au tarif à l'utilisation, vous aurez 40% de réduction. Dans cette capacité, si vous posez la question, Copilot est inclus, mais il consommera des capacités unit. Et il faudra ajouter à ce coût de calcul la partie stockage, qui est assez faible, mais elle est quand même là. Et la partie réseau, où à ce jour, ils ne facturent pas pour le moment, mais ils disent clairement qu'ils vont probablement le faire dans le futur.
Donc quand on est habitué au cloud, en général, la donnée entrante est gratuite, pardon. La donnée sortante est payante. Pour l'instant, on paye dans aucun des cas, mais attention, ça va probablement changer un jour. J'ai quand même mis aussi un élément sur Power BI en dessous, donc c'est dire que tout à l'heure j'ai dit que c'était hors Power BI, donc ça peut quand même être intéressant d'avoir des informations sur les licences Power BI, qui concernent donc du coup la data visualisation. Dans les capacités, quand vous allez souscrire, comme je l'ai dit, c'est en fonction de la puissance de calcul que vous allez souscrire. Ça va de F2 à F2048. Plus le chiffre est grand, plus vous avez de capacité de calcul et plus c'est cher. Je vous donnerai quelques exemples sur la slide suivante. Si vous souscrivez F64 ou plus, toutes les personnes qui consomment du tableau de bord, donc qui consultent, sont compris dans la capacité. Il n'y a pas besoin de payer un surplus. Par contre, les gens qui vont créer du tableau de bord, eux auront besoin chacun de manière nominative une licence Power BI Desktop, dont j'ai mis le prix ici. Donc après, si vous avez des licences Office 365 E5, ça peut être compris par défaut. Et si vous êtes en dessous du F64, là, c'est tous les utilisateurs, qui soient consommateurs ou créateurs, ils auront besoin de manière nominative d'une licence Power BI Pro. Donc après, c'est des calculs à faire, il faut savoir à peu près le besoin que vous avez, et vous pourrez en déduire le package global. Donc je vous mets quand même quelques exemples de tarifs. Donc le F2, c'est la moins chère. Là, le paiement à l'utilisation, c'est si elle est allumée H24. Si vous l'allumez 3 heures par jour, il faut faire le ratio. Il ferait 3 sur 24. Encore une fois, il y a des petites subtilités. J'insiste là-dessus. Le but, c'est de faciliter la compréhension, mais il y a des cas particuliers qui peuvent faire qu'on dépasse quand même. Alors bien sûr, il y a des limites pour pas trop dépasser, mais il y en a. Et donc avoir conscience que la réservation n'est pas forcément le choix par défaut. Le paiement à l'utilisation déjà peut être intéressant pour débuter. Et après, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de faire tourner ma capacité fabrique tous les jours H24? Est-ce que j'ai besoin de faire tourner le week-end? Voilà, après, c'est des petites études à faire, mais en tout cas, sachez qu'il est possible d'industrialiser le démarrage et l'arrêt de la capacité. Et il est possible aussi de séparer la partie fabrique au sens ETL database de la partie Power BI. Et quand on a des petits clients, souvent on leur dit de faire ça. Enfin, ça dépend des cas, évidemment. Mais si vous avez un besoin qui est faible en termes de pipeline, etc., ce dernier cas peut être intéressant. Parce que finalement, vous pouvez largement réduire par rapport au tarif qui est là, tout en ayant quelque chose qui est finalement plus intéressant que de se dire je m'engage H24 sur un an et avec une réservation. Parce que vous n'en avez peut-être pas besoin de l'allumage H24 en fait. Bon alors attention, parce que ça c'est l'entrée de gamme bien sûr, donc ce que vous allez pouvoir faire dans Fabric va quand même être assez limité, ça va dépendre de votre besoin. Donc je vous propose de passer au cœur du webinaire. Donc le titre c'était quelle architecture de la source de données jusqu'au tableau de bord dans le cadre d'un projet BI. Donc ce qu'on va vous montrer, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est une architecture qu'il faut appliquer à chaque fois, mais nous, c'est une architecture qu'on applique sur des projets simples, qu'on complète bien sûr avec des couches complémentaires, mais l'objet du webinaire, c'est comprendre les grands concepts. Donc vous comprendrez qu'on n'aille pas trop non plus dans la complexité. Et donc se dire que c'est pas vraiment la solution allons là-dessus. Non, c'est une solution par défaut qui marche, qu'on juge qui est efficace, mais après, il faut adapter. Mais déjà, comprendre la logique sera déjà très bien. En première diapo, j'ai souhaité quand même vous rajouter une petite documentation Microsoft que je trouve intéressante, parce que le but, c'est quand même de choisir comment débuter dans Microsoft Fabric. Et donc après, on retrouve quand même des notions assez standards du process de projet informatique, mais je trouve que c'est toujours intéressant de les rappeler, et que Microsoft ait fait l'effort de rédiger un document là-dessus. Donc ce qu'ils expliquent, c'est tout simplement qu'ils vous recommandent de commencer par une phase de POC. Donc voilà, avant de souscrire un outil, ok, il a l'air de correspondre sur le papier, mais peut-être que ça serait pas mal de faire un proof of concept, un test, en disant je savais pas, j'ai une capacité fabrique à disposition pendant 60 jours gratuite. Ça peut être pratique pour faire des tests. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un business case, une problématique du business, et se dire tiens, je vais essayer de la monter dans l'outil. Je vais voir si ça répond à mon besoin, je vais impliquer uniquement quelques utilisateurs clés. Et à partir de ça, je vais voir comment se passe le développement, si ça correspond à mon besoin. Et après, je vais prendre tout simplement les retours utilisateurs, aussi bien côté développeur que côté consultation de tableau de bord, voir aussi si ça répond à ce côté-là. Parce que finalement, on a quand même des cibles assez différentes en fonction de ce qu'on fait à l'intérieur. Et donc, si cette première phase se passe bien, tout simplement, on va passer à la phase, ce qu'on appelle développement pilote. C'est-à-dire qu'on va se dire, là, le proof of concept, on ne s'est pas posé la question de faire un environnement de développement, de recettes, de production, ça, on va les créer.
On va commencer à mesurer un peu aussi ce qui est consommé en termes de ressources, parce qu'avant vous étiez en gratuit, donc vous n'avez pas trop besoin de mesurer finalement. Et là, vous allez pouvoir trouver ce qui correspond à votre besoin en termes de capacité de calcul, donc qui va revenir au tarif qu'on a vu juste avant. Et donc là, on va peut-être élargir le périmètre, on va peut-être faire des développements complémentaires, on va élargir le nombre d'utilisateurs, on va commencer à monitorer un peu et à voir un peu les réglages et à faire peut-être des tests pour faire les choses de manière peut-être différente si jamais on verra il y a des problématiques de ressources. Et donc à partir de ce moment-là, si le pilote est encore validé, et ben là, on va peut-être pouvoir passer en production. Et donc là, on va se mettre dans un contexte production classique, c'est-à-dire qu'on va étendre à tous les utilisateurs, on va sizer la capacité qu'il faut, on va ajouter du monitoring, on va ajouter de la gouvernance, et tout simplement, le projet suivant, après, on pourra partir sur une gestion de projet classique, peut-être qu'il passera directement par l'ensemble de ces étapes ou par d'autres étapes. Mais en tout cas, je trouve intéressant, encore une fois, que Microsoft mette à disposition une démarche, et ça a le mérite d'être fait. Et n'hésitez pas à abuser de la capacité gratuite de 60 jours, qui correspond quand même à une F64, même si apparemment c'est une F64 partagée avec d'autres gens. Ça vous donne accès à une puissance de calcul non négligeable, qui a un coût certain. Je vous rappelle quand même que la F64, c'est même en réservation, c'est 5 500 € par mois. Donc l'effort de Microsoft est plutôt intéressant. Donc là maintenant, on passe un peu plus au concret, même si c'est encore de la théorie. Ce que je vous propose, c'est juste de vous montrer en fait un schéma qui montre l'architecture classique simplifiée d'un projet BI dans Microsoft Fabric, dans le cas d'un cas assez simple. Donc dans la partie gauche de l'écran, on va trouver les sources de données. Donc on a une partie cloud, donc on peut avoir de l'API, on peut avoir des fichiers qui soient hébergés sur du SharePoint, sur du Amazon S3 ou tout autre, sous à peu près n'importe quel format. Et on peut également avoir des cloud databases hébergés, pareil, chez Amazon, chez Google ou autre. Et en parallèle de ça, on peut avoir des données qui soient tout simplement locales sur notre réseau et qu'on souhaite également charger potentiellement dans Fabric. Et à droite, vous avez la partie donc Azure qui correspond à votre fameuse souscription. C'est dans cette souscription Azure qu'on va venir souscrire un service capacité Fabric. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on va trouver les différents items Fabric. Et à la fin, on aura le petit utilisateur qui se connecte de l'extérieur vers Microsoft Fabric pour consommer son rapport Power BI. Donc 2 points. Si vous posez la question comment on fait transiter la donnée entre le réseau on-premise et la capacité Fabric de manière sécurisée, ce qu'on recommandera, c'est la fameuse Gateway Fabric. Dans les diapos suivantes, j'ai mis un lien qui vous permet de savoir comment ça s'installe. Sachez qu'en gros, il faut un serveur avec quelques ressources matérielles et ça va permettre de faire transiter la donnée de manière sécurisée en ouvrant uniquement, enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais quasiment le port 443 en sortie vers toutes les IP Azure. Ensuite, dans Microsoft Fabric, l'architecture classique, ça va être je charge mes données brutes. Donc finalement, c'est un copier-coller de des données dans un lakehouse de staging. À partir des données chargées ici, je vais les transformer, les nettoyer pour les charger dans un warehouse, donc le warehouse full SQL entre guillemets. Donc à partir de là, j'ai mes données qui sont nettoyées, transformées. Donc elles ne sont plus forcément brutes. Et ensuite, à partir des tables que j'ai ici, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on crée son modèle sémantique qui va pouvoir être ensuite exploité pour créer un rapport Power BI. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un use case. Donc on va se dire tout simplement qu'on veut créer un tableau de bord des ventes. On va se dire que notre besoin en termes de sources de données, ça va être une base de données SQL Server on-premise. En l'occurrence, on va dire une seule table pour faire simple. Et on va dire qu'on a également besoin d'un fichier Excel qui est sur SharePoint. Donc en l'occurrence, SharePoint Online sur du cloud. Au niveau du type de chargement, on va choisir du batch. Donc je sais pas, on va dire rechargement, admettons, une fois par jour. Et on ne va pas faire d'incrémental. Là, on va faire du rechargement full pour simplifier. Donc, j'ai remis la remarque que j'ai évoquée tout à l'heure encore sur l'histoire de la gateway. Donc, il y a une solution pour faire transiter vos données locales vers Fabric. On l'a déjà mis en place chez pas mal de clients, ça marche très bien. Si vous vous dites ah mais si ma gateway elle tombe, comment ça se passe? Sachez que vous pouvez faire des clusters de gateway et la configuration ça pourrait être dire si ma première gateway tombe, je prends le relais avec la deuxième ou répartir la charge. Et j'ai mis aussi un point en appuyant en disant que le fichier Excel est sur SharePoint Online et qu'on ne souhaite pas le bouger. Je réévoquerai ce point un peu plus tard, vous comprendrez un peu mieux pourquoi j'ai mis ça. Donc je reprends le schéma de tout à l'heure, je l'arrange pour mettre uniquement les sources de données qui nous intéressent. On retrouve exactement la même chose dans la partie droite. Ici, que les sources de données qui nous intéressent, on a toujours notre petite gateway. Et là, ce que je vous propose, c'est simplement là où on va focus dans les prochaines minutes, c'est-à-dire les différentes étapes finalement pour arriver à mettre à disposition la donnée pour créer le rapport Power BI finalement. Parce que ce qui nous intéresse, nous, vraiment ici, c'est surtout cette partie-là.
parce que toute la partie modèle sémantique, rapport Power BI, elle existait en fait déjà avant la création de Microsoft Fabric. Donc pour ceux qui sont déjà adeptes de Power BI, ils connaissent déjà en fait cette partie, ou très proche. Et donc on va passer par ces 5 étapes. Donc ce que je vous propose, c'est de voir la première, donc chargement des datas, des sources de données vers la zone de staging, donc le lakehouse de Microsoft Fabric. À chaque fois, c'est numéroté sur chaque diapo. Donc un lakehouse, c'est quoi? C'est un espace de stockage qui permet de stocker à la fois des fichiers et des tables, contrairement à un warehouse qu'on verra tout à l'heure qui n'a que des tables. Donc la question à se poser, encore une fois, je le répète, comment charger les données de leur source initiale vers ce lakehouse? Donc c'est vrai que j'ai pas trop insisté jusque-là là-dessus, mais l'avantage de Microsoft Fabric, donc c'est une boîte à outils où il y a l'ensemble des composants que vous avez besoin pour notamment charger les données, d'une partie des fonctionnalités, mais surtout vous pouvez avoir plusieurs possibilités pour faire la même chose. Et donc là, pour notre cas où on a besoin de charger des données, je le répète, d'ici vers ici, et ben on a 3 possibilités. On peut utiliser des notebooks avec du code. Donc en l'occurrence, les plus utilisés, ça va être Python et PySpark. Donc Python pour Spark, avec l'API de Spark qui est Python. Et le deuxième, ça va être utiliser l'équivalent un peu d'un talend avec du glisser-déposer d'activités pour copier les données facilement. Et ensuite, vous avez Dataflow Gen 2, c'est très très proche du Power Query dans Power BI Desktop. Donc en gros, plus vous descendez, plus c'est technique. Et on le verra tout à l'heure aussi, ça peut avoir une influence en termes de consommation, de capacité unit, et donc de capacité qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'il faudra prendre plus grosse ou plus petite. Et donc le choix, j'ai mis qui dépendra de la localisation des données, du connecteur, de la technicité de ce qu'il y a à mettre en place, et aussi des compétences du développeur, tout simplement. Et donc je le remets encore ici, ça aura un impact sur la consommation de CPU. Donc vous avez 3 solutions pour charger les données, mais ça ne veut pas dire que ces 3 solutions sont compatibles avec tous les contextes. Et donc l'idée maintenant, c'est de choisir parmi ces 3 lequel pourrait être le plus adéquat de chacun des deux besoins qu'on a dans notre cas. Donc on reprend chaque besoin, on est toujours dans l'étape 1, et là on se met dans le contexte de la table SQL Server qu'on a besoin de remplir. Je vous rappelle, elle est on-premise, donc sur le réseau local. Je vous donne tout de suite la solution. Ce qu'on va choisir, c'est un pipeline avec une activité copy data. Donc si on regarde juste avant, c'est l'intermédiaire en termes de technicité. C'est important de le savoir. Pourquoi on choisit celle-là? Parce qu'en fait, elle est tout simplement compatible avec les données on-premise qui font partie de nos contraintes. Et ce qui est important de savoir, c'est que le notebook qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est plus technique, lui, à ce jour, ne permet pas d'utiliser la gateway pour se connecter à des données. Donc vous pouvez avoir des contraintes de ce genre. Donc j'ai un connecteur qui existe avec un mode de chargement, mais pas un autre. Ça, c'est important de le savoir. Donc relativement simple d'utilisation. Personnellement, moi, je pense que c'est le meilleur compromis. Et c'est vraiment orienté industrialisation, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr l'orchestrer pour dire déclenche-toi à telle fréquence. Vous allez pouvoir ajouter des colonnes pour dire cette donnée, elle vient de telle source, elle a été chargée à telle heure, par tel pipeline, par tel ID d'exécution. Vous allez pouvoir ajouter des colonnes. Et aussi l'avantage, donc je vais pas mal appuyer à chaque fois, c'est que en fait c'est moins coûteux qu'un Dataflow Gen 2, donc c'est peut-être un peu moins interactif, mais pour moi c'est plus industrialisable et ça coûte moins cher, donc c'est probablement, selon moi, le meilleur compromis. Donc voilà, c'est comme n'importe quel projet, n'importe quel choix d'entreprise. Il n'y a pas une bonne, une mauvaise solution, c'est des compromis. Et ensuite, le deuxième point, c'est de dire, cette fois-ci, j'ai besoin aussi de charger mon fameux fichier Excel qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est sur SharePoint. J'ai mis un petit rappel. Donc là, c'est un Dataflow Gen 2 qu'on va utiliser. Donc c'est le moins technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à ce jour, pour récupérer facilement de la donnée dans un Dataflow Gen 2, dans un SharePoint Online, le seul qui permet de le faire, c'est le Dataflow Gen 2. Donc ce que je mets, c'est que c'est un choix par défaut. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible avec les autres, parce qu'on l'a déjà fait, on a des cas où c'est recommandable de le faire autrement. Mais là, dans le cas où j'ai juste besoin de charger mon fichier et que l'utilisateur il veut le mettre à jour facilement, je pense que le Dataflow Gen 2 est la meilleure solution. Mais dans certains cas, je ne vais peut-être pas les évoquer ici, mais sachez qu'il est possible d'utiliser des API de Microsoft pour aller chercher des données sur SharePoint. Il y a 2 API, il y a Graph et il y a REST. On a testé les deux. On vous recommandera plutôt Graph qui est plus large en termes de fonctionnalité. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais là on va choisir le compromis entre temps de développement, connecteur, maintenance, etc. Et donc tout à l'heure j'avais dit qu'il ne voulait pas bouger le fichier Excel du SharePoint. Là c'est juste pour mettre en avant que Microsoft Fabric il est optimisé pour communiquer avec les stockages Azure, l'Azure Data Lake Storage Gen 2 notamment. Donc si on a le choix, et en fonction aussi du besoin derrière utilisateur, il aurait peut-être pu être intéressant de dire
je prends un stockage Azure et je mets le fichier Excel dessus. Et dans ce cas-là, j'aurais pu facilement y accéder avec n'importe laquelle des 3 solutions. Mais encore une fois, ça dépendra du contexte. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas appliqué. Parce que si vous avez 2-3 Dataflow Gen 2 dans votre infrastructure, c'est loin d'être catastrophique. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça veut dire que là, en fait, on a créé un pipeline. À l'intérieur, on a 2 activités. Une pour charger le Dataflow Gen 2. Une pour charger les données de la table SQL Server. Donc là, en fait, on a eu un écran Power Query dans lequel on a fait l'extraction finalement des données. On a choisi la destination qui est le Lakehouse. Et là, on a été uniquement dans cette interface. On a fait source, destination, schéma, assez classique dans la data. Et là, je vous ai remis sur le schéma à quoi ça correspond. Et donc, le but ici, c'était tout simplement de comprendre les différentes options pour charger des données, Notebook, Pipeline, Dataflow Gen 2, et de comprendre qu'il y en a qui sont plus techniques, plus faciles que d'autres, et en fonction du contexte, on appliquera tel ou tel élément. Donc ça, c'était l'étape 1, c'est pour ça que je l'ai mise en vert. On va passer au point suivant, le point 2. Donc, point 2, refresh du SQL endpoint du Lakehouse. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un Lakehouse, en fait, quand on le crée, c'est un espace de stockage, encore une fois, qui permet de stocker des fichiers et des tables, mais que par défaut, en fait, on ne peut pas l'interroger en SQL. Et ça, c'est peut-être pas très pratique par défaut. Et en fait, Microsoft y a pensé, et par défaut, a ajouté une surcouche SQL Analytics Endpoint. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les données sont bien stockées dans le Lakehouse, mais par contre, pour rendre ces données accessibles de manière certaine, les dernières données, il va falloir rafraîchir en fait les métadonnées de ce SQL Analytics Endpoint, et ça va se faire en fait par un appel API. Donc en fait, on charge les données dans le Lakehouse ici. Ensuite, on rafraîchit le SQL Endpoint ici via un appel API. Donc ça, on le fera ça avec un notebook. On pourrait probablement le faire aussi avec un pipeline. Et ensuite, on va pouvoir utiliser les données du Lakehouse pour en faire autre chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une surcouche. Cette surcouche, elle sert à interroger en SQL le contenu du Lakehouse, mais par contre uniquement les tables dans ce cas-là. Et que pour le faire, il y a une API à disposition. Donc le notebook que vous allez créer pour faire ça, vous pourrez le dupliquer autant de fois que vous voulez pour autant de Lakehouse que vous voulez. Il y aura juste un petit paramètre à changer pour dire en fait lequel ça interroge tout simplement. Donc là, on a notre pipeline, on a chargé nos données, et on a rajouté un notebook qui permet de rafraîchir les données. Donc je ne vous montre pas physiquement, mais ça ressemble à du code, et si vous voulez, vous pourrez consulter ce lien, et ça vous montrera à quoi ça ressemble. Donc c'est peut-être la phase la plus technique, mais c'est pas forcément la plus difficile non plus. Parce qu'en fait, c'est facilité par l'utilisateur par le fait que c'est un appel API. Donc on a fait les 2 premiers, on va voir le 3e. Donc je vous rappelle l'étape suivante quand même, peut-être juste avant. On va revenir là. Donc en fait, on est là. Et maintenant, notre SQL endpoint ici, il est prêt à être interrogé. Et maintenant, on va vouloir transformer et nettoyer les données en les prenant d'ici pour les coller dans le warehouse. Je reviens à la diapo. Donc là, en fait, on va avoir la possibilité, encore une fois, d'utiliser notamment le Transact SQL à travers une activité qui s'appelle script dans les pipelines. Et ça va nous permettre tout simplement d'interroger les données du Lakehouse via son SQL endpoint. Donc en fait, on va se brancher au warehouse et on va dire je veux insérer de données dans mon warehouse, dans tel schéma, dans telle table, avec telle liste de champs. Et les données que je veux insérer, c'est les données qui correspondent à mon select ici. C'est-à-dire va prendre cette liste de champs dans le SQL, dans le Lakehouse endpoint, sur tel schéma, sur telle table. L'avantage de ça, c'est que c'est extrêmement flexible, c'est-à-dire que si vous êtes un adepte du SQL et vous connaissez bien, vous allez pouvoir utiliser ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser autre chose. Encore une fois, ce qu'on propose ici, c'est une solution, il y en a d'autres. Il y a des use cases où ça ira pas. Mais tout ce qui va être batch classique avec des choses assez simples, ça fonctionnera très bien. Et personnellement, moi, pourquoi j'utilise ça? On peut l'utiliser sous forme de requête classique, mais on peut aussi l'utiliser sous forme de procédure stockée, ça reste du SQL. Et personnellement, je recommande vraiment ça parce qu'on a accès aux transactions, tout simplement. Et les transactions, c'est extrêmement puissant pour déclencher une suite d'actions, gérer par exemple des rejets, gérer des cas d'erreur. Et si jamais la transaction, elle a un problème, et bah du coup, toutes les opérations, elles sont annulées et on passe sur une suite d'autres opérations à réaliser. Donc là, on est sur des choses plus complexes, bien sûr, que juste un insert into, mais c'est juste pour dire qu'on peut avoir une fiabilité de la donnée qui est très élevée grâce à la notion de transaction. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le Transact SQL, c'est probablement l'une des opérations les moins coûteuses dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc, si vous voulez réduire votre consommation de capacité, c'est probablement la bonne solution dans beaucoup de cas. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, c'est la bonne solution dans tous les cas ou qu'il faut absolument utiliser ça.
mais on vous donne notre retour d'expérience. Et donc, si on reprend notre fameux schéma de tout à l'heure, on a fait l'étape 3, donc à savoir comment prendre les données du lakehouse, les charger dans un warehouse. Avec la requête, on pourra faire du transformation, du nettoyage ou tout ce qu'on veut. Et donc, vous voyez, finalement, notre pipeline, il est assez simple. Il n'a que 4 composants. Et la configuration, bon là, j'aurais pas le temps de vous montrer, mais c'est relativement simple. Et l'idée, c'est au sein d'un pipeline qui permet de tout orchestrer, en fait, parce qu'il y a des choses différentes. Tout à l'heure, on a parlé de notebook, il y en a un là, qui est appelé, en fait, c'est un appel. On a parlé de Dataflow Gen 2, c'est ça. Là, c'est ma petite requête SQL qui est derrière. Et là, c'est juste mon process copy data, d'où, vers où, avec quel schéma. Les 2 dernières opérations, j'ai décidé de ne pas les montrer en détail parce que je ne pense pas que ça ait de gros intérêt. Parce que pour ceux qui connaissent déjà Power BI, c'est quelque chose d'assez standard depuis des années. L'idée, c'est juste de vous dire que vous allez utiliser Power BI Desktop pour créer votre modèle sémantique en vous branchant directement au warehouse de Fabric. Et donc là, vous allez pouvoir faire librement soit sélectionner vos tables, soit faire vos requêtes SQL que vous souhaitez. Et à partir du modèle sémantique que vous aurez créé, que vous pourrez exporter vers le service Fabric, vous pourrez également créer votre rapport. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de souligner le fait que vous pouvez bien sûr, au sein de votre pipeline, rafraîchir votre fameux modèle sémantique que vous aurez créé ici. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre la première partie du pipeline à 9 heures et le rafraîchissement du modèle sémantique à 10 heures. Vous allez dire, quand mes données elles sont rafraîchies ici, je veux rafraîchir mon modèle sémantique qui est utilisé par mon rapport Power BI. Comme ça, quelle que soit l'heure de rafraîchissement, qu'il y ait un problème ou non, en fait, on s'en fiche, on lance tout, et notre fil, ça se passe toujours bien, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de dire, j'ai une action manuelle à faire derrière. Non, non, on rafraîchit le modèle sémantique dans le pipeline, et comme ça, on est tranquille. Donc, je souligne juste le fait qu'il faut bien évidemment penser à le scheduler. Donc, je ne sais pas si c'est rafraîchissement une fois par jour, vous allez pouvoir choisir une fréquence, etc. facilement dans l'interface de Microsoft Fabric. Et encore une fois, je ressouligne ce fait que c'est une architecture parmi tant d'autres. Elle marche très bien. Elle n'est pas adaptée à tous les projets, mais elle marche dans beaucoup de cas. Et après, on pourra la complexifier un peu pour des cas incrémentaux avec des couches supplémentaires, Hub, ODS, DWH, etc. Mais déjà, si vous comprenez le principe de chargement, c'est déjà très bien. Parce qu'à partir des bases, après, vous pouvez du coup monter en compétences. Et si vous posez la question, c'est bien, ça c'est l'espace de développement, ce que j'ai montré avec mon pipeline. Mais comment on déploie en recette et en prod? En fait, dans Microsoft Fabric, vous avez la notion de workspace, et vous pouvez créer entre guillemets autant de workspace que vous souhaitez. Et en fait, quand on crée un projet, entre guillemets, alors c'est pas forcément par projet, ça peut être par domaine fonctionnel ou ce qu'on veut, on va faire donc un workspace de développement, on va en créer un autre pour la recette et un autre pour la production. Et on va avoir un outil dans Microsoft Fabric qui s'appelle les pipelines de déploiement, qui va nous permettre de pousser ce qu'on a fait en dev vers la recette, puis de la recette vers la prod. Et donc ça, c'est très pratique, et ça se fait via l'interface graphique. Je vous propose de poursuivre avec l'optimisation entre guillemets des performances et des coûts. Alors au-delà de, là on n'est pas sur de l'optimisation immédiate, etc. C'est surtout de la sensibilisation. Vous avez 2 grosses tâches qui consomment de la ressource, c'est notamment l'extraction et le chargement de données. Et on retrouve nos 3 fameuses possibilités, nos expériences, à travers des notebooks, des copies data et des Dataflow Gen 2. Donc en fait, plus vous descendez, moins c'est technique, mais moins c'est technique, plus ça coûte cher en termes de capacité de calcul. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Le notebook, c'est ce qui consommera le moins, surtout en Python, parce que c'est mononœud, alors que le Spark, c'est architecture distribuée, donc c'est plusieurs nœuds. Je crois que ça vient de passer en production hier, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Donc voilà, si vous aimez bien, si vous êtes familier avec le code et que vous acceptez de le maintenir si demain il y a des évolutions, parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. Le Python, si ce que vous souhaitez, c'est réduire le nombre de CU consommés, c'est probablement la bonne solution, et encore, ça dépendra des cas, souvent il faut tester, tout simplement. Le bon compromis, personnellement, je pense que c'est quand même le copy data. Et le Dataflow Gen 2, personnellement, celui que j'utiliserai en dernier ressort ou par des utilisateurs qui n'ont pas les compétences pour maîtriser les 2 précédents. Et donc aussi, autre chose que je souligne, c'est coût plus élevé ne veut pas dire rapidité, et ça c'est important de le souligner. Moi personnellement, là, comment je le comprends, c'est simplement que encore une fois, c'est plus ça a nécessité de développement côté Microsoft, plus il facture. Donc en fait, vous avez un coût tout simplement en capacité unit à la seconde, et il est plus élevé pour le Dataflow Gen 2 que pour le pipeline, que pour le notebook. Et pour info, c'est pareil, hier lors de la conférence à Vienne, parce qu'il y a une grosse conférence actuellement en Europe, il y en a 2 par an, une aux US, une en Europe, et ils ont annoncé aussi qu'ils avaient réduit justement le coût des Dataflow Gen 2, et ça vous montre que ce coût aussi il peut varier dans le temps.
Donc ce que je vous dis aujourd'hui, bon, la logique sera probablement la même, mais il est possible qu'ils publient des nouveaux moyens de le faire et qu'ils fassent varier les coûts dans le temps. Donc voilà, faut se tenir relativement à jour. Ça reste un produit jeune, hein, c'est sorti fin 2023 en production. Donc ça évolue très vite. Un peu moins maintenant, mais là on voit encore que ça évolue très vite parce que là, la conférence d'hier, il y a eu. Enfin, personnellement, j'ai pas encore tout lu. Et donc chacune de ces solutions a ses avantages. On l'a vu tout à l'heure. La Gateway, c'est pas compatible avec les notebooks pour l'instant. Le connecteur SharePoint était disponible uniquement sur Dataflow Gen 2 pour le SharePoint Online. Un notebook, c'est forcément plus technique qu'un pipeline ou un notebook. Le temps de développement, c'est pas le même, la maintenance non plus. Donc voilà, après, c'est des choix en fonction des compétences en interne, des souhaits de développement, etc. Et donc on a la même chose pour la partie transformation de données, sauf que là, il n'y a plus le copy data. Et on retrouve cette fameuse notion de SQL tout à l'heure où j'ai appuyé en disant ça c'est bien parce que c'est flexible, il y a la notion de transaction, et même si c'est du code, personnellement, moi je pense que toute personne avec une appétence informatique, je pense, maîtrise plutôt correctement le SQL. Et donc ça me paraît être une bonne alternative, et en plus on a la chance que ce soit la solution la moins coûteuse. Donc comme tout à l'heure, par ordre croissant de CU, bon là le TSQL c'est la même chose, hein, c'est qu'on peut le faire dans 2 interfaces différentes. Et le Python, ça coûte moins cher que le Spark, et Dataflow Gen 2, ça coûtera plus cher. Encore une fois, cette notion de temps et de coût qui n'est pas forcément proportionnelle. Et encore une fois, cette notion d'avantages-inconvénients sont des compromis à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut en choisir un seul moyen pour faire toutes ces intégrations de données. Ça va dépendre tout simplement du projet et des contraintes. Et donc là, c'était pour la transformation de données. Donc vous avez des outils plus ou moins simples d'utilisation. Là, j'ai mis quelques éléments complémentaires. Donc, vous sachez qu'il y a une app sur Microsoft Fabric disponible gratuitement qui vous permet de suivre justement vos fameux coûts et notamment vos capacités unit consommées. Donc, ça ressemble à ça, par exemple, la première page. Donc, ça va vous dire, vous avez un graphe dans le temps qui vous dit quelle catégorie de ressources à consommer, quelle proportion de votre capacité. Et là, typiquement, vous avez des opérations background, type par exemple les pipelines en bleu. Et en rouge, vous avez toute l'activité Power BI, et on voit bien qu'il y a des gros pics sur Power BI, parce que simplement, c'est des pics de personnes qui consultent à l'instant T et que c'est imputé directement. Alors que l'activité en bleu, tout ce qui va être opération background, en fait, c'est pas la consommation immédiate, parce que cette consommation est tout simplement étalée sur 24 heures. Et c'est pour ça que ça a tendance à s'aplatir. Donc voilà, en tout cas, il y a des outils pour surveiller ça, pour traquer les dépenses et les consommations. Enfin, ici, en l'occurrence, c'est les consommations de capacité unit. Et donc peut-être qu'à un moment, vous allez voir que là, par exemple, ce groupe pipeline, il est gros. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'améliorer? On a eu des cas, nous, par le passé, où on a été capable de diviser, je rigole pas, mais je pense par 4 le traitement. C'est l'expérience, c'est lancer un premier jet, c'est un peu la première diapo que je vous montrais. Vous essayez d'une manière, est-ce que ça me paraît cohérent? J'essaye d'une autre, et c'est avec l'expérience après qu'on se dit, bah tiens, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser ça. C'est comme n'importe quel métier, en fait, je pense. Donc après, se poser la question si ça peut être intéressant de faire du chargement incrémental. Est-ce que j'ai besoin de rafraîchir 50 fois par jour ou une fois? Est-ce que même si le métier dit temps réel, ça a un intérêt par défaut? Enfin voilà, il faut creuser un peu. Le batch est peut-être moins coûteux, à voir, ça dépend. Et après, je refais un appui sur ce que je disais tout à l'heure sur la notion de capacité allumée H24. C'est pas parce que la réservation c'est moins cher avec l'engagement qu'il faut forcément prendre une réservation. Il faut vraiment se poser la question de l'usage. Et on vous recommandera toujours, la plupart du temps, de commencer par une capacité d'essai, de passer ensuite en pay as you go, et ensuite potentiellement en réservation en fonction de votre cas. Aujourd'hui, il y a tous les outils qu'il faut pour industrialiser. On est capable d'automatiser le démarrage d'une capacité. Ensuite, avec une API, de lancer un pipeline qui irait donc jusqu'au refresh sur Power BI. Et le Power BI pourrait être dans un autre workspace qui sera un Power BI Pro, donc sur en fait un autre type de licence, et qui ferait qu'après on arrêterait la capacité et que les tableaux de bord Power BI seraient toujours accessibles. Il y a des petites solutions comme ça dépend des cas. Si vous êtes une grosse entreprise, forcément, vous n'allez pas prendre la dernière solution que j'ai prise parce que vous aurez probablement besoin H24 et que vous aurez des besoins plus grands. Mais pour les périmètres plus restreints, ça peut être très intéressant. Je vous propose de terminer avec les ressources qui peuvent être intéressantes pour monter en compétences. Moi, personnellement, c'est la manière dont je recommande aux collaborateurs de monter en compétences. Après, il n'y a aucune obligation, hein. Mais avec l'expérience, c'est ce que je recommanderais, surtout avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui sur Fabric. Et il y a vraiment une communauté, et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et rien qu'avec une connexion Internet, vous pouvez avoir accès à beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai mis un petit nuage de mots pour décrire le parcours. Voilà, donc est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on y va par des détours?
Donc ça va peut-être sembler un peu old school, mais aujourd'hui, vous avez la chance qu'en fait, il y a déjà des livres sur le marché. Encore une fois, la solution, elle a même pas 2 ans là. Elle est très bien d'ailleurs aussi, hein. Enfin, moi, par expérience, je la trouve très bien. Hem, Personnellement, je vous recommanderais de commencer tout simplement par un livre. Les 2 premiers sont francophones, le troisième est en anglais. Ils sont par l'ordre de parution. Le dernier, là, il est paru en juillet 2025, donc il y a vraiment pas longtemps. Et si j'en avais qu'un seul à choisir, et pourtant c'est le seul que j'ai pas encore lu, je vous recommanderais celui-ci, si vous maîtrisez l'anglais évidemment. Pourquoi? Parce que les éditions Oreilly, là, pour en avoir lu plusieurs, c'est des super livres. Donc j'ai aucun doute que le livre est de qualité. Et voilà. Après, si vous préférez le contenu francophone, les deux sont bien. Celui-ci est plus récent. Donc même si j'apprécie celui-là, j'aurais plutôt tendance à recommander le deuxième, tout simplement parce qu'il est plus récent. Ensuite, je recommanderais de suivre le parcours fabrique qui est accessible librement sur Internet. Vous avez juste à taper l'URL, c'est gratuit. Et vous avez un petit parcours de 10 heures qui lie la pratique à la théorie. Donc je pense que c'est un bon moyen de monter en compétences. Sachez que c'est une base et qu'après aussi Microsoft met à disposition des petits modules un peu plus ciblés sur certaines fonctionnalités. Et qu'après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, sur des points précis, probablement plutôt lors de la mise en pratique, vous avez bien sûr de la documentation, c'est du Microsoft, il y a beaucoup de docs, c'est parfois même difficile de s'y retrouver, mais ça a le mérite d'exister sur d'autres outils où c'est beaucoup plus compliqué. Et sachez qu'aussi sur cet aspect formation, enfin bien sûr il y a des prestataires qui proposent des prestations, mais vous avez également du contenu sur Udemy, vous avez plein de choses. N'hésitez pas à en user et abuser. Après, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de pratiquer, donc par des POC ou des tests, etc., ou tout simplement des projets, c'est encore mieux. Donc vous avez, comme à l'époque de Power BI, le fameux forum principal, sauf que maintenant il s'appelle plus Power BI, il s'appelle Fabric. Si vous avez souscrit une capacité, vous avez accès au support de l'éditeur, bien sûr, mais c'est pas pour des petites questions de tous les jours, ça va plus être pour des questions précises ou ce qu'on soupçonnerait être des bugs. Bon, sachez que nous, si vous posez cette question-là, aujourd'hui, je pense qu'en 2 ans, là, quasiment, on n'a trouvé que 2, et c'est pas des grosses choses, et on avait toujours moyen de contourner. Donc moi je trouve que c'est vraiment un démarrage très fort de la part de Microsoft. On voit qu'ils mettent le paquet. Ils ont à peu près clairement dit que la plateforme Synapse Analytics, c'était plus la priorité. La priorité c'était plutôt Microsoft Fabric. Donc si vous avez si vous posez la question entre les deux, enfin après il faut voir votre besoin, mais a priori il faudrait plutôt partir sur Fabric. Et après, ce que personnellement j'utilise beaucoup, c'est les chaînes YouTube. Les 3 premières sont francophones, le reste est anglophone. Mais vous avez vraiment des chaînes parfois qui sont très très peu connues et qui ont du contenu de très bonne qualité. Là, il y en a un que j'ai pas mis, mais il s'appelle, je crois que c'est Fabric Mondays ou un truc comme ça. Et le gars, il doit avoir, je sais pas, 100 personnes qui le suivent, mais le contenu, bon, la présentation, elle est pas excellente, mais le contenu, lui, il est très très bon. Et donc, je vous recommande de suivre un peu ça. Bon, après, il faut que vous ayez voir le contenu, mais en tout cas, on a la chance d'avoir du contenu, il faut s'en servir. Et après, il y a vraiment une communauté, les gentils développeurs data platform, pareil, hein, si vous vous intéressez à la notion, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les optimisations, etc. Eux, ils font beaucoup de retours d'expérience sur les projets notamment, ou des focus sur certaines fonctionnalités, notamment les consommations de performance comme on a évoqué. Et ils ont par exemple un genre de webinar vraiment là-dessus. Donc n'hésitez pas. Et en plus, ils organisent des événements en France régulièrement. Donc vraiment, c'est de la bonne qualité, n'hésitez pas. Et après, c'est un outil qui est jeune. Donc je vous conseille de suivre les releases parce que quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui, peut-être que demain il le sera. Une fonctionnalité que vous dites, ah c'est dommage, elle n'existe pas, bah ouais, ou elle est peut-être déjà dans la roadmap des futurs à arriver. Donc pareil, il faut vraiment pas se figer sur une manière de faire parce que tout évolue assez vite. Et même si aujourd'hui c'est plus stable, on voit bien la direction qu'ils prennent et les moyens qu'ils mettent en place. Et voilà, il faut être prêt à faire évoluer ces méthodes. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser ce qu'on a fait, les développements, mais peut-être que les futurs, il faut les faire évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser à chaque projet, hein. Et après, donc, il y a des conférences Microsoft régulières. C'est celle que je disais tout à l'heure qui est en cours à Vienne, en Autriche. Donc en fait, il y a 2 événements par an, un aux USA, un en Europe. Donc vous pouvez bien sûr y aller physiquement, ça a un coût, etc. Mais vous avez, jusqu'à maintenant, ils l'ont toujours diffusé, au moins la conférence principale qui vous montre en fait surtout les nouveautés. Et enfin, en gros, c'est un show et ça dure 1 heure à 2 heures et vous connaissez les principales nouveautés pour cette période. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, cette semaine, il y a énormément de nouveautés.
Et donc, faut essayer de suivre. Ou sinon, on les découvre en développant aussi. Et le dernier point, moi, que je trouve assez intéressant et qui prend pas beaucoup de temps, il faut s'abonner aux bonnes personnes sur LinkedIn. Et elles font des publications très courtes et qui vous donnent des infos. Donc sur des tests qu'ils font, ou typiquement avec la conférence les conférences qui sont en cours cette semaine, là, parce qu'il n'y en a pas qu'une, en fait, il y a toute une suite de conférences. Et ils vont vous mettre juste un petit message de 3 lignes et ils vont vous dire ah bah tiens, ça c'est arrivé. Et c'est super pratique. Alors, beaucoup de contenu anglophone du coup, parce qu'une grosse partie du personnel est anglophone, mais vous pouvez suivre certains MVP qui donnent aussi du très bon contenu, et dont certains sont d'ailleurs dans la communauté des gentils développeurs. Et juste pour terminer, donc sachez que vous avez des événements locaux et il y a des challenges réguliers organisés par Microsoft sur des thèmes. En fait, ils vous disent, je sais pas, faites de l'IA sur Fabric, faites un projet et on va juger. Et je sais pas, les 3 meilleurs, ils auront des prix sur le passage des fameuses certifications. Donc sachez qu'il existe déjà des certifications, des P600, des P700. La première est plutôt générale sur la plateforme et la deuxième est plutôt orientée data engineering. Et pareil, il y a encore un parcours d'apprentissage pour monter en compétences. Donc si vous voulez compléter le fameux parcours que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le compléter via celui-ci. C'est toujours intéressant. Voilà. On a terminé, donc merci de votre participation. Et puis si vous avez des questions, on est là. Et on est bien dans les heures en plus. Tu verras dans le chat, il y a pas mal de questions. Ok. Allons-y. Alors, Donc la première question, c'était François Mahou. Bonjour, est-il possible d'automatiser le chargement de fichiers CSV via Fabric et d'automatiser la mise à jour des tableaux de bord Power BI? Oui, ça correspond exactement à ce que j'ai montré. Ça dépendra où vos fichiers sont hébergés, mais c'est exactement ça. La présentation sera envoyée en fin de webinaire. Tu peux me dire, ça montage, je pense? Ou en tout cas, on la mettra à Oui, disposition. j'ai répondu, ouais, c'est bon. Ok. Ouais, ils l'auront soit cet après-midi ou demain. Amen Kato, pouvez-vous confirmer que dans la démonstration, la gestion des données du Lakehouse vers le Data Warehouse n'a pas été réalisée? Si, justement, je l'ai montré. On a chargé les données dans le Lakehouse et après, via du SQL, on est venu chercher les données dans le Lakehouse et on les a mises dans le Warehouse. Le modèle sémantique semble avoir été construit directement à partir des données issues du Data Lake, ce qui ne correspond pas au schéma présenté lors de la démonstration. Un modèle sémantique, on peut le construire à partir des tables d'un SQL Endpoint d'un Lakehouse ou directement d'un Warehouse. Là, on a choisi le Warehouse, mais après, c'est ce que vous préférez. Les deux sont possibles. Donc, en fait, dans ce que vous demandez, tout est possible. Ok. Donc, la question de Haruna Dia. Bonjour, est-ce que la Gateway Fabric fonctionne de la même manière que celle de Power BI? Oui, c'est exactement le même programme. Si vous avez déjà une Gateway, elle continuera de fonctionner. Il faudra potentiellement la mettre à jour, c'est tout. Nous, personnellement, chez les clients, ce qu'on leur recommande, c'est une mise à jour par mois. Question de Mainville Fabien. Lorsque les données viennent d'un data lake on-premise, est-ce qu'on est obligé de dupliquer systématiquement ces données dans le One Lake via la gateway? Peut-on faire un data lake hybride on-premise cloud et quelles sont les limites d'une telle architecture? Là, il faudrait que je réfléchisse un peu plus. C'est vrai que le comportement par défaut, c'est qu'on va dupliquer les données. On pourrait faire une requête directement pour aller chercher uniquement les données qui nous intéressent, si ça répond aux besoins. Ou on pourrait imaginer un Power BI où on créerait le modèle sémantique qui reste branché directement aux données. Ouais, on pourrait faire ça, même pas utiliser Fabric en fait. Faire les requêtes directement dans un Power BI desktop en faisant la connexion via les données on-premise. Quand vous développez sur le réseau local, vous avez accès directement à votre donnée. Et quand vous publiez sur le réseau, sur le service Fabric, là vous aurez juste à changer la connexion pour utiliser la fameuse gateway. Si j'ai bien compris les questions, je pense que c'est la meilleure réponse. En gros, tout est possible. Après, j'ai peut-être pas trop répondu à la deuxième, data hybride. Oui, c'est possible de faire du hybride, bien sûr. Hein. Nous, on a des clients aussi qui font des copies de données locales à chaque fois et après qui copient vers le cloud. C'est une architecture qui est possible. Là, il faudrait qu'on pousse un peu plus sur la question. Je vais passer aux suivantes. Cédric Zambo, bonjour, j'aimerais en savoir plus sur l'intégration de Grit. Est-ce que ça permet aujourd'hui une gestion? Oui, ça permet une gestion de tous les artefacts. Enfin, prise en charge, il faudrait quand même vérifier le détail. Mais concrètement, ça prend en charge les notebooks, les pipelines, etc. Par contre, ça ne prend pas, bien sûr, la data. C'est uniquement la construction des items permettant la construction de la donnée, mais ça ne sauvegarde pas la donnée en elle-même. Mais par rapport à la question, pour moi, c'est oui.
quelles sont les bonnes pratiques pour collaborer efficacement d'une équipe Git dans Fabric. Vous faites un workspace de dev et vous branchez Git au dev. Et à chaque fois, en fait, quand vous allez faire votre développement, vous allez déployer une nouvelle branche automatiquement qui sera en fait un nouveau workspace. Et vous aurez la possibilité ensuite de valider les changements. Donc à chaque fois que vous faites une modification un peu forte, entre guillemets, vous validez votre changement et ça va venir fusionner avec le workspace principal. Est-ce qu'on peut solliciter, donc pardon, Rick, est-ce qu'on peut solliciter Copilot pour développer dans Fabric? Pour l'instant, c'est plus une aide. Il ne va pas vous faire le développement de A à Z, ou en tout cas pas à ma connaissance. Hop, et dernière question. Aruna Dia, si j'ai bien compris, le SQL Endpoint permet uniquement de requêter les tables du Lakehouse. Qu'en est-il des fichiers présents dans le Lakehouse? Alors, les fichiers présents dans le Lakehouse, il y a des petites subtilités. Ce qu'on va vous recommander dans la majorité des projets, si vous voulez vraiment un projet BI classique, ou vous voulez quelque chose de bien, entre guillemets, de strong, on va vous recommander de charger tout simplement les fichiers dans des tables. Le fichier dans l'exemple, je ne sais pas si ça a été bien compris, mais on l'a chargé en fait dans une table. Parce qu'avec un Dataflow Gen 2, on peut lire le fichier et le charger dans une table directement. Mais après, vous pourriez directement charger vos données dans un fichier en amont et après les charger en table. Les deux sont possibles. Donc en fait, on peut tout faire. Et d'ailleurs, je vous donne un tip, parce que je l'ai découvert il y a 3 jours. C'est pas du tout mis en avant. Il y a un petit blog planqué entre guillemets sur Internet qui montre comment aller chercher des fichiers présents sur un Lakehouse directement avec Power BI Desktop. Dans les sources de données, vous avez quelque chose qui s'appelle blank ou vide, je ne sais plus comment ça s'appelle dans les sources de données. Et en fait, en mettant un paramétrage particulier qui n'est pas du tout mis en avant, encore une fois, on peut même aller chercher directement un fichier si on le souhaite. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Si vous en avez, allez-y. J'ai essayé de répondre de manière générale, hein. Je suis désolé, c'est pas hyper précis. N'hésitez pas à demander des échanges, hein, si ça dure pas longtemps, je peux le faire. Après, c'est notre retour d'expérience, encore une fois, c'est une méthode, hein, il y en a d'autres, mais elle marche très très bien. Et encore une fois, on peut complexifier. Vous avez un autre webinaire qui a été fait il y a 6 mois, si vous voulez quelque chose de plus complexe, avec un data warehouse, STG, Hub, ODS, DWH. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, je pense aussi. Bah, merci Jérémy pour la présentation et on reste disponible, oui, comme il a dit, si besoin. Ouais, bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Au revoir.